Et maintenant, nous passons des caténaires de Tarnac à la réforme ferroviaire. C'est une semaine extrêmement importante, décisive, qui s'ouvre. Demain, mercredi, le projet de loi d'habilitation de la réforme de la SNCF sera présenté en Conseil des ministres. Il précisera le périmètre des ordonnances qui pourraient être prises d'ici le début de l'été. Jeudi, 4 syndicats, la CGT Cheminots, Sudrail, l'UNSA, la CFDT, se réunissent pour décider d'une éventuelle grève reconductible. Elle serait lancée dès le 22 mars ou bien à la fin du mois. Jeudi, toujours, le PDG de la SNCF, Guillaume Pépi, dévoilera son projet stratégique pour transformer le groupe. Objectif, des gains d'efficacité. Alors, pour en parler, j'accueille nos deux invités. Alors, bonjour Béranger Fernon, vous êtes le secrétaire général de la CGT Paris-Gare de Lyon. Bonjour. Et vous, Gilles Dansard, vous êtes directeur de Mobilettre, une lettre d'information très lue par tous les acteurs du monde du transport, aussi bien les employeurs que les représentants des salariés. Bonsoir. Alors messieurs, je vais vous demander d'abord où en est la mobilisation. Je vais commencer par vous. Qu'est-ce qui se prépare ? Écoutez, tout d'abord, la préparation, c'est le 22 mars, c'est un gros objectif. Cette mobilisation s'annonce historique. On attend une très très forte mobilisation. Une mobilisation qui va bien au-delà des cheminots, parce qu'aujourd'hui, la réforme du ferroviaire concerne l'ensemble des citoyens. C'est un service public qui est attaqué, et donc c'est l'ensemble des citoyens qui doit se sentir concernés. Et donc voilà, l'objectif aujourd'hui, c'est le 22 mars, c'est la réussite d'un gros 22 mars qui sera clairement un marchepied pour les prochaines mobilisations à venir. On a eu le sentiment qu'il y avait des hésitations parmi les syndicats, qu'on ne savait pas très bien, même sur la date de la grève. Alors, en effet, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, on a un gouvernement qui joue un double jeu, c'est-à-dire qui va passer les grandes lignes par ordonnance, mais dans le même temps, on a la ministre des Transports, Elisabeth Borne, qui va recevoir les syndicats sur 2 mois pour discuter justement du projet industriel, de la stratégie du groupe, etc., etc. Donc, c'est des discussions très longues. On va être clair, la grève qui va sans doute s'annoncer dans les prochaines semaines sera très stratégique. Voilà, il va pas falloir faire n'importe quoi. Il va falloir aussi que le gouvernement montre des signes d'ouverture, parce qu'aujourd'hui, le passage en force par les ordonnances, c'est clairement la fin de toute négociation. On n'est plus que dans la concertation. Et puis surtout, quand on arrive pour faire des négociations et qu'on nous explique qu'il y a 2 sujets qui ne sont pas discutables, qui sont le statut et l'ouverture à la concurrence, pour nous, ça, il en est hors de question. C'est soit on discute de tout, soit on discute de rien. Et dans ce cas-là, malheureusement, on rentre dans un rapport de force. Alors, Gilles Dansard, qu'est-ce qu'on en dit au ministère des Transports? Parce qu'on nous explique dans les couloirs que la bataille de l'opinion est quasiment gagnée. Le gouvernement pense qu'un mouvement de grève ne suscitera pas un mouvement d'adhésion de la population. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est votre sentiment? Je ne suis pas certain que le gouvernement soit aussi sûr de lui que ce que vous dites ce soir. Au contraire, c'est-à-dire qu'il est en train de comprendre que les cheminots et le syndicat ne sont pas tombés dans le piège d'une mobilisation immédiate après les annonces, qu'il y a un programme de concertation, qu'il y a des discussions qui ont lieu et que la montagne qui est devant le système ferroviaire français, je rappelle quand même qu'il y a une double responsabilité à la situation actuelle. L'État, bien évidemment, qui a depuis 30 ans s'est trompé de stratégie, ou en tout cas a adopté une stratégie en faveur des lignes à grande vitesse, et d'autre part la SNCF qui a tardé à s'adapter à l'évolution technologique et à un certain nombre d'autres évolutions. Eh bien, devant cette montagne, il va falloir un peu de temps pour que soit décidée enfin une vraie stratégie pour que les Français aient un système ferroviaire plus performant, pour que les cheminots aient enfin une trajectoire et une direction à suivre, parce qu'ils sont un peu ballottés depuis tant d'années, ballottés avec des injonctions contradictoires du gouvernement et de l'entreprise, ballottés par une réforme en 2014 qu'on disait définitive, qu'on avait enfin trouvé le Graal, et là tout d'un coup 3 ans après on dit il faut revenir dessus, on va refaire un système intégré. Donc il y a un bouleversement complet, et donc aujourd'hui le gouvernement, je crois, d'après ce que je comprends, n'a pas trop envie non plus de précipiter des cheminots qui sont inquiets et, que je le disais, ballottés dans la rue demain. Donc il y a une sorte de jeu d'échecs. Les uns et les autres se testent aujourd'hui autour des annonces du gouvernement, et ce qui va sans doute être un révélateur de la sortie de ces négociations, c'est jusqu'où le gouvernement voudra obtenir un certain nombre d'emblèmes. Alors il y a évidemment le statut, parce qu'il en a fait, alors que le statut,
D'après les chiffres qui ont été communiqués par la direction, le statut est pour 6% responsable, entre guillemets, du surcoût de la SNCF par rapport à d'éventuels concurrents étrangers ou français. Il y a la question de la concurrence, qui inquiète beaucoup aussi les cheminots parce qu'ils ont besoin de savoir exactement comment ça va se passer. La question des transferts en cas d'appel d'offres remporté par un concurrent. Et puis, il y a aussi la question de cette organisation ferroviaire qu'on disait définitive avec 3 EPIC, 3 établissements publics, industriels et commerciaux, et puis que là, qu'on promet de changer à l'allemande. Donc, il y a toute une effervescence là. Et donc, c'est évidemment en fonction de ce qui va se passer dans le ministère. Il y a 70 réunions de concertation tout d'un coup en 2 mois, si je ne me trompe, en 2 mois et demi. Donc c'est considérable. Donc en gros, rien n'est écrit et il y a une grande incertitude sur la suite des opérations. Alors Béranger, Gilles Dansard vient de nous dire il y a un jeu d'échecs. Vous êtes d'accord avec ce décryptage ? Oui, il y a un jeu d'échecs et puis surtout il y a un jeu de paroles et d'illusions qui est joué par le gouvernement. Tout d'abord sur le sujet de l'ouverture à la concurrence, on est clairement sur une position dogmatique de la part du gouvernement puisque rien n'oblige à ouvrir à la concurrence. Il y a un règlement européen d'obligation de service public qui est clair sur la question, qui dit clairement que les marchés publics peuvent être attribués directement sans appel d'offres. Donc l'ouverture à la concurrence n'est en aucun cas une obligation. D'ailleurs, je vous arrête, mais tout le discours du gouvernement, c'est de nous dire que c'est une obligation européenne que nous impose l'Europe, qu'ils n'y peuvent rien. Bien sûr, mais ça, c'est souvent le même discours. Et malheureusement, c'est bien souvent le même résultat. Avec, au définitif, une hausse, là, ça va être une hausse de prix du billet, une dégradation de la qualité de service, et puis la fermeture quand même des lignes, parce qu'aujourd'hui, la question des 9000 km de lignes n'est toujours pas réglée. Le gouvernement a là aussi fait un jeu de dupes, c'est-à-dire qu'ils ont reporté la responsabilité aux régions de fermer ou non ces kilomètres de ligne, sauf qu'aujourd'hui, quand on connaît l'état des finances des régions, très clairement, ça va être très très compliqué de sauvegarder ces lignes qui sont pourtant vitales déjà pour le réseau ferroviaire dans son ensemble, mais bien souvent, ces gens qui prennent le train tous les jours, c'est pour aller au travail. Ils rapportent quelque chose à l'économie et c'est ce qui permet d'avoir un maillage territorial très important et l'un des meilleurs en Europe, et surtout ce qui permet de désenclaver les territoires et d'éviter des isolements comme on peut voir malheureusement. Vous prenez l'Ardèche, aujourd'hui il n'y a plus de train en Ardèche, il y a une économie qui est proche du néant et c'est très compliqué pour les gens pour se déplacer. Et puis derrière il y a aussi la question écologique. On ne peut pas assigner en grande pompe la COP21 et en faire tout un cinéma et puis dans le même temps balancer je ne sais combien de camions sur les routes parce qu'aujourd'hui là aussi la question du fret ferroviaire est complètement balayée et complètement oubliée de cette réforme et la seule chose qui est mise en avant c'est tout simplement l'abandon du fret ferroviaire, quoi. Et donc ces questions-là, il faut les aborder. Il faut les aborder et puis surtout y trouver une solution. C'est la première fois qu'on a un rapport, qui est le rapport Spinetta, qui n'a aucune ambition pour le ferroviaire, si ce n'est la casse du statut et l'ouverture à la concurrence. C'est quand même incroyable qu'au XXIe siècle, avec toute l'expérience qu'on a dans le ferroviaire, on soit incapable d'avoir de l'ambition pour un transport qui est écologique, qui permet de désenclaver les territoires, qui permet d'éviter la congestion du trafic, parce que si vous n'avez pas de transport en Ile-de-France, je vous raconte même pas les kilomètres de bouchons qu'on aurait. Et voilà, donc il n'y a aucune ambition. Alors que nous, à la CGT, on a fait un contre-projet. Alors ce contre-projet, ça s'appelle Ensemble pour le faire. Et c'est un pied de nez aussi au gouvernement, parce qu'ils nous ont accusés dès le début d'être dans le statu quo. Alors on n'est pas du tout dans le statu quo. Je veux dire, le constat, dans la proposition. Le constat, on le fait tous. Aujourd'hui, le ferroviaire va mal. Le ferroviaire est en train de se dégrader et il faut trouver une solution. La première des solutions, déjà, c'est de régler le problème de la dette, qui est aujourd'hui en constante augmentation. Nous, on le dit, la dette, c'est de la responsabilité de l'État. C'est les choix du gouvernement, des gouvernements successifs. Justement, le gouvernement dit nous allons reprendre la dette à notre compte. Sauf qu'aujourd'hui, moi, j'aimerais bien savoir comment ils vont la reprendre. Parce que, hormis nous dire qu'on va... la dette, c'est 47, 48 on va approcher des 50 milliards. Allez, on va arrondir à 50 milliards. Déjà, si l'État le reprend, c'est 1,7 milliard d'intérêts qui est versé aux banques chaque année au titre des intérêts de cette dette, qui peuvent être réinjectés directement pour la rénovation du réseau. 1,7 milliard. Ensuite, nous on dit comment vous la reprenez cette dette? Parce qu'aujourd'hui, il y a des traités européens, notamment le traité de Maastricht, qui ne permet pas de reprendre une dette aussi importante. Donc là aussi, la CGT a proposé quelque chose, c'est une caisse d'amortissement de cette dette, afin de pouvoir la reprendre petit à petit, et que l'État en assume la responsabilité. Sauf qu'aujourd'hui, dans ce projet de loi,
c'est aux cheminots de payer cette dette à travers encore une productivité, une polyvalence accrue. Sauf que quand on fait de la productivité, quand on fait de la polyvalence, on sait pertinemment que derrière, c'est une baisse de la qualité de service, c'est une baisse de la sécurité. Et dans le ferroviaire, ça ne pardonne pas. Gilles Dansard, vous m'avez confié que vous étiez promené, si je puis dire, dans différentes fédérations en province. Quel est l'état d'esprit? Vous avez rencontré plein de cheminots dans plein de régions. Et quel est l'état d'esprit? Alors justement, c'est une grande interrogation. C'est-à-dire que moi j'ai trouvé des interlocuteurs qui ont bien conscience qu'il faut passer à autre chose. C'est-à-dire qu'ils savent que la performance ferroviaire, pour prendre des mots très neutres, n'est pas suffisante. C'est-à-dire qu'ils ont bien conscience qu'il y a des choses qui ne vont pas à l'intérieur de l'entreprise et qu'elle doit évoluer. C'est ce que disait Béranger. Deuxième chose, c'est qu'ils sentent aussi que ça va être difficile, et je parle globalement, hein, ça ne préjuge pas des visions, de la vision très opposée à celle du gouvernement que vous avez, mais que la concurrence, elle va arriver de fait, tout simplement parce que, par exemple, une filiale de la SNCF fait de gros chiffres d'affaires en Allemagne, en Suède, en Grande-Bretagne, et que ça va être difficile de dire à nos partenaires, bon, bah, nous on va chez vous, mais vous venez surtout pas chez nous. Donc il y a une situation quand même un peu difficile. On peut tout à fait avoir une vision monopolistique des activités en Allemagne, en France et en Grande-Bretagne, mais en l'occurrence, le jeu n'est pas égal. Donc ils ont bien conscience qu'il va bien falloir ouvrir un peu à la même manière dont les villes françaises se sont ouvertes à la concurrence. Vous êtes d'accord sur cette perception? Alors, moi j'ai une perception un petit peu différente. Déjà, il faut savoir que la concurrence existe, hein, puisqu'on a par exemple le train Tello, hein, qui est un train italien qui vient sur le territoire français. Malheureusement, les entreprises, elles vont venir, mais sur des marchés entre guillemets juteux. Vous prenez par exemple les trains de nuit. Il y a eu voilà, une ouverture. On a proposé aux entreprises de poser candidature. Aucune entreprise n'a posé candidature. Pourtant, ils auraient pu. Mais ils savaient pertinemment que c'était pas là qu'il y avait le plus d'argent à faire. Donc, ils ne sont pas venus. Il faut savoir que l'ouverture à la concurrence, et notamment sur le TER, puisque c'est là où ça va arriver en premier, c'est quoi? C'est décembre 2019, c'est ça? Tout à fait. En réalité, ça va être quoi? Ça va être le même matériel, le même réseau, le même personnel, parce qu'il y aura un transfert obligatoire de personnel que veut imposer le gouvernement, mais avec un objectif différent, puisqu'aujourd'hui le service public ferroviaire n'a pas vocation à faire de l'argent, alors que la concurrence, elle aura un objectif, ce sera la rentabilité. Et pour faire de la rentabilité, il n'y a pas 36 millions de façons, c'est d'augmenter le prix du billet, c'est de réduire l'offre ferroviaire, etc. etc. C'est toujours le même schéma en réalité. Donc l'ouverture à la concurrence, au final, ce sera pas, ça va pas être révolutionnaire. Au contraire, ça va complexifier parce qu'on a un réseau très capillaire. Donc plus vous mettez d'acteurs dans la boucle, plus il faut réussir à se coordonner. Alors vous imaginez bien déjà qu'aujourd'hui, SNCF tout court, on a du mal à se coordonner. Vous prenez l'offre TER, aujourd'hui on a des cadencements dans la plupart des régions. Sauf que ces cadencements, c'est très bien, les gens savent à quelle heure est leur train. Sauf que ça ne correspond pas forcément à l'arrivée du TGV ou à l'arrivée d'un train intercité, corail, etc. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont pas attendre 20 minutes en gare à attendre leur TER. Ce qu'ils vont faire, ils vont malheureusement prendre la voiture et déserter le TER. Voilà, c'est tout ça qu'il y a à revoir. Mais si vous complexifiez la chose, si vous rajoutez des acteurs, mais vous rendrez la chose invivable. Et puis, vous imaginez, votre train, alors c'est un train Transdev, il tombe en panne, derrière c'est un train SNCF, comment le train Transdev y part? Est-ce que c'est le train SNCF qui vient lui porter le secours? Enfin, je veux dire, c'est d'une complexité hallucinante. Alors qu'au contraire, on a su faire rouler des trains, on a créé le TGV. Train à grande vitesse, c'est une fierté nationale. C'était le fleuron de l'industrie française. Ça, on l'a créé grâce au service public. Il y a personne qui avait les moyens de se lancer dans un tel projet. D'ailleurs, c'est ce qui a permis de relancer le train et ce qui a permis d'irriguer tous ces réseaux régionaux. Donc voilà, toutes ces choses-là, on a pu le faire grâce au service public ferroviaire. Et surtout, le service public ferroviaire, c'est quelque chose qui appartient à la nation. C'est-à-dire que c'est les impôts de monsieur et madame tout le monde qui ont permis d'avoir un réseau aussi important, d'avoir des gares aussi belles et aussi grandes. Et ce bien-là, il doit pouvoir profiter à tous et il doit être accessible à tous. Et aujourd'hui, avec l'ouverture à la concurrence et l'objectif de rentabilité, clairement, on va arriver à un rabougrissement complet de l'offre ferroviaire. Eh bien, messieurs, merci pour un mot peut-être, un petit mot sur la concurrence, sans faire l'apologie de la concurrence. Ce qui se passe dans les pays que j'ai cités tout à l'heure, c'est que le ferroviaire a augmenté
parallèlement à l'ouverture à la concurrence parce que les autorités organisatrices, que ce soit l'État ou les régions, ont pris leurs responsabilités. Donc je pense que l'avenir ferroviaire dépend davantage de la puissance, de l'investissement, de l'inventivité des autorités organisatrices que du système dans lequel on est. Parce que vous parliez des correspondances. Il faut absolument un État stratège. Oui, mais les correspondances aujourd'hui fonctionnent mal entre les TGV, les intercités et les TER, mais c'est en grande partie parce qu'il n'y a pas assez de puissance publique. Donc un système 100% public peut mal fonctionner, un système ouvert à la concurrence peut mal fonctionner, mais les deux peuvent aussi bien fonctionner. Donc la concurrence, on ne peut pas dire non plus que parce qu'il y aura concurrence, ça fonctionnera mal. Ça peut mal fonctionner, je suis d'accord avec vous, mais ça peut aussi bien fonctionner. On l'a vu aussi en Allemagne ou en Suède, où ça a donné un sursaut au ferroviaire par un certain nombre de mécanismes d'inventivité, d'originalité dans la façon d'exploiter les trains. Ok, eh bien, écoutez, merci messieurs pour cet éclairage à la fois sur la réforme ferroviaire, puisqu'on est rentré vraiment dans le détail là, et sur la mobilisation qui se prépare. Donc le 15, c'est la prise de décision sur la grève et la manifestation. Les organisations syndicales se rencontrent. On verra s'il en sort quelque chose, s'il en sort une date. Mais en tout cas, voilà, on va se rencontrer, on va pouvoir discuter, avoir tous les éléments sur la table et prendre une décision.